À propos des masques, l'État a-t-il menti? Oui, oui, et Mediapart le prouve avec cette enquête journalistique très documentée, publiée aujourd'hui et signée Marine Turki, Antoine Rouget et Yann Philippin. Yann qui est dans À l'air libre pour en parler. Salut Yann. Salut Valentine. On va reprendre avec toi les points saillants de cette enquête qui démontre un mensonge d'État. Yann, le premier mensonge, c'est sur les stocks de masques. Le gouvernement français n'a pas assez de masques, mais il ment. Oui, on est à la fin janvier, l'épidémie éclate en Chine et là, le gouvernement fait l'état des stocks et en fait, il se rend compte que c'est au plus bas, c'est-à-dire qu'il y a seulement quelques dizaines de millions de masques chirurgicaux, mais surtout, il y a aucun masque FFP2. Là, je suis désolé, il faut qu'on fasse 30 secondes de pédagogie. Le masque chirurgical, ça vous empêche de contaminer les autres, mais ça ne vous protège pas. Si vous avez un masque chirurgical, vous n'êtes pas protégé. Ce qui protège contre le virus, c'est les masques qu'on appelle FFP2. Et là, le stock, il est à 0, pas un seul masque. Et là, se passe quelque chose d'étonnant, c'est que le gouvernement n'est pas responsable de cette situation parce que c'est sous le quinquennat précédent qu'il a été décidé d'abandonner les stocks stratégiques de masques. Mais alors même que le gouvernement n'est pas responsable, ils vont mentir sur cette pénurie, ils vont mentir sur cet état des stocks. On a par exemple Agnès Buzyn, qui est ministre de la Santé à l'époque, qui dit tout va bien, on a suffisamment de masques, et elle dit même qu'il y a des masques qui pourront être distribués à la population, par exemple aux gens qui rentrent de Chine ou aux gens qui ont été en contact avec des malades. Et à tel point que on a un paradoxe qui est que les politiques mentent, se veulent rassurants, alors même qu'au ministère, au sein même de la direction générale de la santé, à ce moment-là, on s'inquiète, on regrette ce choix des politiques de mentir et on se dit zut, il faut absolument acheter des masques. Et alors, la preuve ultime de ce mensonge qui rentre en totale contradiction avec ce que dit Agnès Buzyn en janvier, eh bien, cette preuve ultime, elle vient du ministre de la Santé qui lui succède, Olivier Véran, mais tard, mi-mars, devant le Sénat le 19, puis 2 jours plus tard, lors de cette conférence de presse, le 21 mars. On l'écoute. Quels que soient les processus de décision ayant conduit à ce que ces stocks ne soient pas renouvelés dans la durée, toujours est-il que ces stocks de masques se sont réduits année après année. De sorte que lorsque le Covid-19 est apparu, il ne restait qu'un stock d'État de 117 millions de masques chirurgicaux pour adultes et aucun stock stratégique d'État en masques FFP2. Donc aucun masque de FFP2, il le dit très clairement. L'autre révélation, Yann, de l'enquête, c'est donc quand au ministère de la Santé, on découvre qu'il n'y a pas de stock, eh bien on agit, mais on agit trop tard et trop peu. Oui, la preuve, c'est ce document là qu'on voit à l'écran, qui est en fait la toute première commande qui est passée le 30 janvier après qu'ils aient réalisé qu'il manquait de masques, et on voit qu'ils commandent seulement 1,1 million de masques. Alors une semaine plus tard, ils en commanderont quand même 28 millions, mais même 28 millions, c'est pas suffisant. Et surtout, donc cette commande, elle n'est pas assez importante et surtout, elle traîne. C'est-à-dire qu'on n'est pas en mode commando, il y a des lourdeurs administratives, on a l'impression qu'il n'y a pas suffisamment d'inquiétude. Et ce qui fait qu'un mois plus tard, à la fin février, sur les 28 millions de masques FFP2 que le gouvernement voulait, eh ben, il n'y en a qu'un seul. Alors là, c'est la panique, c'est-à-dire qu'en gros, on a perdu un mois. Et il y a une réunion de crise qui est organisée le 25 février autour du Premier ministre Édouard Philippe. Et là, c'est la catastrophe parce qu'une première évaluation est faite et le gouvernement réalise que pour tenir une pandémie pendant 3 mois, il faudrait 175 millions de masques FFP2. C'est-à-dire, on en a 1 million. On a essayé d'en commander 28, on n'a pas réussi en un mois. Et là, le gouvernement découvre une estimation chiffrée, il en faut 175 millions de masques. Donc, c'est ce premier mois où beaucoup de temps a été perdu. Beaucoup de temps perdu et du matériel en quantité extrêmement insuffisante en fait. Yann, le ministère de la Santé passe ensuite, finalement, j'ai envie de dire, en mode commando, mais l'enquête qui est publiée révèle que les résultats de cette un peu opération commando pour les masques, eh bien, ont été décevants. Oui, ce résultat a été très décevant, c'est-à-dire que selon nos calculs qui nous ont été confirmés par le ministère de la Santé, donc cette cellule commando interministérielle qui en fait prend la suite de Santé publique France, hein, qui est l'agence officielle qui est chargée des stocks d'État, en l'espace de 3 semaines, c'est-à-dire entre le tout début mars et le 21 mars,
Elle arrive à se procurer seulement 40 millions de masques et on ne sait même pas combien de FFP2, le gouvernement ne le dit pas. Et surtout, elle n'arrive à en importer, c'est-à-dire à en acheter à l'étranger et à s'en faire livrer moins de 20 millions, ce qui est extrêmement peu. Alors, à la décharge de l'État, la situation était difficile, tout le monde se bagarre pour les masques, notamment en Chine, qui est le premier producteur mondial. Mais justement, alors que le contexte imposait un vrai fonctionnement commando, ben, c'est pas ce qu'on constate, et notamment ce qu'on révèle dans cette enquête de Mediapart, c'est qu'il y a plusieurs offres qui venaient d'hommes d'affaires, d'importateurs, qui voulaient aider leur pays, qui ont contacté la cellule pour les aider à trouver des masques, qui avaient trouvé des fournisseurs. Eh bien, ces offres ont été traitées soit trop tard, soit ont carrément été ignorées par le gouvernement. Et d'ailleurs, il y a un des exemples dans l'enquête qui est raconté, c'est l'exemple d'un spécialiste de sourcing industriel en Chine qui s'appelle, enfin qui est nommé comme étant Julien. Vous avez récupéré l'échange de Julien avec le directeur général de la santé, Jérôme Salomon. Voilà, ça s'affiche. Donc lui, il propose d'aider, mais ça fonctionne pas. Tu nous expliques pourquoi? Oui, en fait, cet échange est vraiment passionnant parce qu'il montre à la fois le mensonge et les dysfonctionnements dans le sourcing, dans les achats de masques. D'abord, le mensonge, parce que ce monsieur, il a vécu 10 ans en Asie, il a vu que là-bas, tout le monde portait des masques, que ça marchait, que c'était efficace, et au départ, c'est pour ça qu'il interpelle le directeur général de la santé. Il lui dit, regardez, en Chine, le port du masque, ça marche, pourquoi vous découragez le port du masque en France? Et là, le directeur général de la santé lui fait cette réponse confondante. On n'en a pas assez, il faut les réserver aux soignants. Et donc, ce qui est une nouvelle preuve que finalement, si on dit conseil aux Français de porter des masques, c'est pas parce que c'est pas efficace, mais c'est parce qu'on n'en a pas. Sauf que Jérôme Salomon l'avoue à Julien, mais à cette époque, le gouvernement ne le dit pas publiquement. Et en fait, au départ, Julien, il voulait pas aider. Il interpelle justement là-dessus parce qu'il est choqué qu'on déconseille aux gens de porter des masques. Et comme Jérôme Salomon lui dit, on galère, on n'arrive pas à en trouver, du tac au tac, il dit, écoutez, moi ça tombe bien, je suis expert en sourcing en Chine, j'ai plein de contacts là-bas, allez hop, je vous aide, comme ça, du tac au tac. Il est aiguillé par Jérôme Salomon vers le conseiller Covid du ministre de la Santé, Olivier Véran, et en 3 jours, il trouve des usines fiables qui sont capables de livrer plusieurs millions de masques. Il est aiguillé vers la fameuse cellule commando. Il a même au téléphone l'adjointe du conseiller Covid d'Olivier Véran. Mais là, on lui dit, non, écoutez, monsieur, ça nous intéresse pas, on a nos propres contacts, au revoir, merci. Et la fin de l'histoire qu'il nous raconte, c'est que, et là on en a les preuves parce qu'il nous a montré ses échanges avec les fournisseurs chinois qu'il avait trouvés. Ces fournisseurs chinois n'ont jamais été contactés par la cellule. Et par ailleurs, il raconte que quelques jours plus tard, le lendemain de sa conversation avec la conseillère du ministère, l'un de ses fournisseurs lui envoie une vidéo d'une livraison de 70 millions de masques au Kazakhstan. Donc en fait, on a l'impression que sur ce coup-là, le ministère a été de mauvaise volonté ou de mauvaise foi. L'avenir le dira peut-être, mais c'est vrai que l'avenir le dira. C'est extrêmement troublant que ça aille aussi loin et que ça ne se concrétise pas. Oui, la réponse du ministère a été tenue en un mot, pas fiable. Ils nous ont dit, voilà, ce monsieur n'était pas fiable, mais ils nous ont pas dit pourquoi. Et en tout cas, Julien, lui, nous a transmis beaucoup de documents, ses échanges avec l'État, des preuves de ses relations justement avec ses fournisseurs chinois. Oui. Donc l'avenir dira s'il était pas fiable, s'il était fiable ou pas. Mais en tout cas, il nous a fourni des documents qui attestent de son sérieux. Bon. Alors, autre scoop de l'enquête, pendant qu'il manque donc des masques FFP2 un peu partout dans les hôpitaux de France et notamment en réanimation, là où c'est le plus nécessaire, l'entreprise Airbus, elle, a le droit d'en avoir pour faire tourner ses usines. Alors, c'est une situation complètement absurde parce que vous savez qu'à cause de la crise du Covid, vous avez 80% de la flotte mondiale d'avions qui est clouée au sol. Les compagnies aériennes ne volent plus. Et donc, assembler des Airbus, assembler des avions, en ce moment, c'est une activité qui est absolument pas prioritaire. Et pourtant, Airbus a choisi de rouvrir ses usines le 21 mars et on s'est procuré les consignes qui sont distribuées aux ouvriers
dans les usines. Et c'est complètement fou parce qu'on voit qu'ils ont le droit, ils doivent porter des masques chirurgicaux, ils peuvent les changer, ils doivent les changer toutes les 4 heures, alors que même dans les hôpitaux, ils n'arrivent pas bien souvent, les soignants, à avoir un masque changé toutes les 4 heures, ce qui est la consigne officielle. Et il y a encore pire, c'est que pour certains postes de travail qui le nécessitent, notamment lorsqu'il y a de la poussière, ils ont des masques FFP3, c'est le top du top, la Rolls du masque. Et là, on voit la preuve en image, qui est une réserve de FFP3 dans une des usines d'Airbus. Je précise que la photo a été prise après le 21 mars, donc pendant la crise du Covid. Donc, si vous voulez, il ne s'agit pas de contester le fait que ces salariés les portent, ils ont bien le droit de se protéger au travail. Bien sûr. Ce qui est fou, c'est qu'on laisse cette usine fonctionner, qui est absolument non essentielle en ce moment, et qu'elle consomme des FFP3, alors même qu'ils sont ultra rationnés chez les soignants. On a ce témoignage absolument poignant dans l'enquête d'une infirmière dans un service en pointe contre le Covid qui raconte qu'elle a passé une nuit auprès de 26 patients infectés, avec en tout et pour tout deux masques chirurgicaux qui, rappelons-le, ne protègent pas. C'est-à-dire qu'on met des FFP3 sur le visage d'ouvriers pour fabriquer des avions dont on n'a pas besoin en ce moment, et au même moment, on a cette infirmière qui est à très haut risque d'infection et qui, elle, n'a même pas de masque FFP2. Et d'ailleurs, l'enquête commence par un chiffre, parce que c'est ça en fait l'intérêt de cette enquête, de montrer toutes ces défaillances et ces mensonges, c'est de dire qu'à la fin, il y a des humains qui payent l'addition. Et dans l'enquête, au début, il y a un chiffre que vous écrivez plusieurs fois, c'est le chiffre de 1200. C'est 1200 quoi? C'est le chiffre officiel du nombre de soignants qui ont été infectés par le Covid à l'assistante publique Hôpitaux de Paris, donc qui est le navire amiral des hôpitaux publics français, qui est le plus gros groupe hospitalier qui gère la majorité des soins en Île-de-France. Et donc, ce n'est rien que sur une partie de l'Île-de-France. Donc, vous imaginez à l'échelle de la France combien de soignants ont dû être infectés. Donc, rien que pour la PHP, c'est 1200 soignants qui sont contaminés. Et c'est là où on voit les conséquences dramatiques finalement à la fois du mensonge et des failles qu'il y a eu dans la gestion de l'approvisionnement en masques. C'est que même dans les hôpitaux, même dans les services en première ligne, les masques FFP2 sont rationnés, les soignants n'en ont pas assez, et ça, ils le payent cash, ils le payent pour certains d'entre eux en étant infectés par le Covid, parce que malheureusement, on n'est pas capable aujourd'hui de fournir suffisamment de FFP2 aux soignants pour qu'ils puissent travailler dans des conditions de sécurité, je dirais pas optimales, mais en tout cas les moins mauvaises possibles. En tout cas meilleures, et on parle même pas des FFP3. Et je rappelle que sur ces infos qui concernent Airbus, le fournisseur 3e d'Airbus n'a pas démenti vos informations, et le gouvernement, lui, n'a pas répondu sur ce point. Oui, et ce qu'on révèle aussi, c'est que selon des documents confidentiels issus du fournisseur de masques, l'américain 3M, Airbus aurait bénéficié d'un passe-droit du gouvernement. C'est-à-dire que dans une réunion interne, ce fabricant de masques explique que le gouvernement a défini 3 priorités. Donc le 1, évidemment, c'est la santé, l'État. Le 2, c'est les industries essentielles, l'énergie, l'agroalimentaire. Il faut bien qu'on se nourrisse, il faut bien qu'on ait l'électricité, ça c'est normal. Et ensuite, le 3, c'est non prioritaire, c'est tout le reste. Et le 20 mars, lors d'une réunion interne, le directeur commercial de ce fabricant de masques dit que Airbus a été mis dans la catégorie 2, donc celle des industries essentielles, alors qu'il ne l'est pas, à la demande du gouvernement. Donc ça, c'est extrêmement troublant. 3M n'a pas démenti, Airbus n'a dit qu'il n'était pas au courant, et aussi bien Bercy que le ministère de la Santé se sont refusés à tout commentaire à ce sujet. Ouais, et c'est ce à la demande du gouvernement qui est effectivement troublant et sur lequel on aimerait bien que le gouvernement s'explique. D'ailleurs, notre micro et nos colonnes lui sont ouverts. Enfin, dernier point mis au jour de façon implacable par l'enquête de Mediapart, c'est le changement de doctrine sur les masques au gré des échecs et des manquements. Yann, Mediapart publie un enregistrement inédit d'une conversation entre la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, Agnès Pannier-Runacher, et la filière textile. Voilà ce qu'elle dit, on est le 27 mars. Je pense qu'on est en capacité d'augmenter massivement notre autonomie en matière de masques. Et c'est vraiment de ça qu'il est question. L'enjeu pour nous, c'est finalement de préparer la sortie de confinement. On sait qu'il faudra massivement équiper. Massivement équiper, c'est étonnant.
d'entendre ça, car à peine 10 jours plus tôt, la porte-parole du gouvernement dit le contraire. Non, les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Voilà, ça, ce n'est qu'un exemple des multiples volte-face du gouvernement et de la Direction générale de la santé sur le port des masques. Yann, qu'est-ce qu'on doit, même citoyen, comprendre de ce changement de doctrine? En fait, c'est très simple, c'est que la doctrine, elle évolue en 3 étapes. La première étape, c'est au tout début, quand ils masquent la pénurie, ils disent il n'y a pas de souci, des masques on en a assez, et on va même en donner une partie, on est prêt à en donner une partie à la population, j'allais dire normale, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas des soignants, notamment par exemple les gens qui rentrent de Chine, ou les gens dont on sait qu'ils ont été en contact avec des malades. Donc, et on voit Agnès Buzyn qui dit, ces gens-là, il n'y a pas de souci, on leur distribuera des masques quand il le faudra. Ensuite, à partir du moment où la pénurie devient absolument criante, là, on a une première volte-face qui est les discours complètement fous de l'exécutif sur le masque ne sert à rien dans la population générale. C'est-à-dire que n'achetez pas de masque, ça sert à rien d'en porter. D'ailleurs, les gens qui en portent, ça c'est le fameux discours complètement dingue de Sibes Ndiaye qui dit, la porte-parole du gouvernement, qui dit de toute façon les gens ils se grattent, ça va pas. Du coup, porter un masque c'est plus dangereux que de pas en porter. Moi-même je n'en porte pas. Elle dit aussi le président Macron ne porte pas de masque et le jour même il visite l'hôpital de campagne militaire à Mulhouse avec un masque sur le visage, voilà. Et donc on dit aux gens respectez les masques barrières, les gestes barrières, la distance de 1 mètre et le masque ne sert à rien. Mais en fait, ce discours-là, c'est uniquement fait pour masquer le fait qu'il n'y a pas assez de masques à donner à la population. Et ce qui est fou, c'est qu'on a le gouvernement a infantilisé les Français, c'est-à-dire qu'ils ont clairement laissé entendre que finalement les Français étaient trop bêtes pour apprendre à porter un masque, hein. Alors même qu'en Asie, ça marche très bien, tout le monde porte des masques, alors même qu'on a plusieurs pays d'Europe centrale qui très récemment ont décidé de rendre le port du masque obligatoire dans les lieux publics ou dans les supermarchés, par exemple, pour éviter la contamination. Et ce que montre cette bande audio confidentielle de la secrétaire d'État, c'est que le gouvernement est parfaitement conscient de ce mensonge et que, notamment, ils ont mobilisé l'industrie textile, hein, parce que Agnès Pannier-Runacher, elle parle aux entreprises de la filière textile qui fabriquent justement des masques en tissu qui sont destinés à tous ceux qui ne sont pas soignants, c'est-à-dire potentiellement à la population, aux salariés, aux fonctionnaires. Et pourquoi elle leur dit ça, que le but c'est d'équiper massivement la population, c'est que quand on va sortir du confinement, comme grâce au confinement on n'aura pas été exposé au virus, il y a de grandes chances que le virus circule encore. Et donc quand on va sortir de chez nous dans la rue, le virus peut redémarrer, une épidémie peut redémarrer, et ce qu'il faut absolument éviter, c'est que ça redémarre et qu'on se retrouve de nouveau confiné encore, parce qu'il y a des nouveaux clusters qui se forment. Et là, pour éviter ça, il y a 2 choses à faire. La première chose, c'est d'essayer de continuer autant que possible la distanciation et aussi porter des masques. Parce que le masque, en fait, c'est le 2e rideau de l'armure dans la lutte contre le Covid. Évidemment, il faut se distancier. Évidemment, c'est pas parce qu'on a un masque qu'il faut être à 30 cm de quelqu'un. Bien sûr. Mais vous savez à quel point c'est difficile de respecter les gestes barrières quand vous êtes au supermarché. Bon, même si vous faites très attention, souvent vous êtes à moins d'1 mètre des gens. Et donc le masque, c'est l'outil de prévention efficace qui complète les gestes barrières et qui peut freiner considérablement le retour de l'épidémie. Et ça, le gouvernement le sait. Le gouvernement sait que dans l'idéal, il faudrait des masques pour beaucoup de gens, peut-être pas pour tout le monde, mais au maximum quand on sortira du confinement. Le problème, c'est qu'ils ne l'avouent toujours pas parce qu'ils sont empêtrés dans leurs éléments de langage qui disent que le port du masque est inutile quand on n'est pas soignant. Des éléments de langage qui font très mal. Merci Yann d'être passé dans À l'air libre. Je rappelle l'enquête donc que tu as signée avec Marine Turquet et Antoine Rouget, Masque, les preuves d'un mensonge d'État, à lire absolument dans Mediapart. Pardon, je fais de la pub pour ma chapelle, mais vraiment, il faut lire cette enquête. Et pour conclure, parce que c'est important de le dire, ont été sollicités et n'ont pas souhaité nous répondre Agnès Buzyn, ex-ministre de la Santé, Olivier Véran, l'actuel ministre de la Santé, même si son cabinet nous a envoyé des réponses qui en fait ne répondaient pas à la plupart des questions, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, Agnès Pannier-Runacher, Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, qui lui répond pourtant aux gens sur LinkedIn,
et Santé publique France. Si il ou elle nous entendent, qu'il ou elle n'hésite surtout pas à nous répondre. Les questions restent valables et nous les accueillons avec grand plaisir dans À l'air libre et dans les colonnes de Mediapart. Yann, merci donc d'être passé parmi nous. On part maintenant au Brésil. Mediapart.